Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, le journal, voici les titres. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé aujourd'hui la cérémonie de remise du baccalauréat session 2019 en présence du Premier ministre. Et concernant le nucléaire iranien, les Européens appellent à une nouvelle reprise du dialogue. Mais avant de développer ces nouvelles, ce communiqué, Djibouti condamne avec force l'attentat criminel perpétré vendredi dernier dans la ville somalienne de Kismayo, à l'origine d'une trentaine de décès et d'un autre bilan évalué à plusieurs dizaines de blessés. La République de Djibouti dénonce ce nouvel acte de violence extrême dirigé contre d'innocents civils et d'avis qu'il ne soit pas de nature à remettre en cause le processus de stabilisation et de rétablissement de sécurité largement entériné en Somalie sous la houlette du gouvernement légal et de la communauté internationale. Le gouvernement djiboutien réitère son soutien plein et entier à la nation somalienne dans sa quête légitime à s'extraire du joug et diktat des groupuscules extrémistes. Il demande que ces condoléances attristées et ses vœux de prompt rétablissement soient respectivement étendus aux familles des victimes et aux blessés de l'attentat de Kismayo. Djibouti met par ailleurs à profit ce communiqué pour exhorter la communauté internationale à accentuer son engagement et soutien en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité en Somalie, préalable indispensable au retour de toute viabilité pérenne dans ce pays. Je vous le disais en titre, sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale a organisé aujourd'hui la cérémonie de remise du baccalauréat session 2019. Les membres du gouvernement, des personnalités civiles et militaires, des diplomates étrangers, ainsi que des représentants d'organisations internationales en préparent l'événement. Les principaux concernés, c'est-à-dire les centaines de bacheliers reçus avec les meilleures mentions dans leurs filières et séries respectives, ont apporté de la joie et beaucoup d'enthousiasme à leur fête. Ils étaient donc tous parés de leurs meilleurs atouts et arboraient des airs de joie et de consécration. L'ambiance festive a été marquée par des courts-métrages, des témoignages, des hommages et une belle animation musicale qui a mis en effervescence toute la salle des fêtes. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, de partager sa grande satisfaction et son incommensurable plaisir dans un moment de bonheur et de congratulation où les efforts des lauréats du bac sont récompensés et leurs mérites honorés. Le ministre a tenu à saluer, vous l'entendrez dans ce journal, le succès de la présente session avec un taux de réussite de 53% qui est très satisfaisant. Le ministre a exprimé son souhait de voir dans les 5 ans à venir un taux de réussite de 100% et surtout de voir des élèves bacheliers beaucoup plus performants. Il a aussi rendu hommage aux enseignants, mais aussi aux parents et aux chefs d'établissement qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour le succès de leurs élèves. Après les interventions officielles, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble des personnalités présentes se sont relayés pour remettre leurs diplômes et des cadeaux de grande valeur aux meilleurs lauréats qui ont obtenu leur baccalauréat avec les meilleures mentions dans chacune des filières et des séries. La cérémonie s'est achevée par la traditionnelle photo de famille avec les lauréats du bac et les membres du gouvernement ainsi que les autorités publiques. En marge de la cérémonie de remise du bac 2019, le ministre de l'Éducation nationale a remis des distinctions et élevé au rang de commandeur, chevalier et officier dans l'ordre du 27 juin, une quarantaine d'enseignants et de chefs d'établissement. Il s'agit donc d'enseignants et de chefs d'établissement qui se sont particulièrement illustrés par leur performance lors des évaluations et dont les élèves ont brillé par leur performance lors du bac 2019. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed, a salué l'engagement des enseignants qui constituent, a-t-il dit, la cheville ouvrière du système éducatif et par conséquent de la réussite de nos élèves. La reconnaissance de leur mérite est un facteur déterminant de la qualité de l'éducation, d'où sa ferme volonté à consacrer le dévouement et le travail patient et méticuleux qui a posé les fondations de la réussite de nos élèves. Un dévouement
donc, et une abnégation qui ont été primées et récompensées pour une quarantaine d'enseignants et de chefs d'établissement. De plus, a-t-il annoncé, sur la base des critères solides, une dizaine d'entre eux bénéficiera très prochainement des voyages d'études en Europe et en Asie. Et justement, donc, dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale a rendu hommage, je vous le disais à l'instant, à ces enseignants qui sont des acteurs du premier rang, au même titre que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les chefs d'établissement, dont les efforts ont permis la réussite de leurs élèves. Le ministre de l'Éducation nationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, en cet instant solennel, de vous présenter, au nom de toute la communauté éducative, notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en parrainant cette cérémonie consacrée au mérite et à l'excellence de notre jeunesse. Chers bacheliers, pour vous, cet instant est l'aboutissement de 12 années d'efforts soutenus, de labeur, de longues journées ardentes de travail qui sont enfin couronnées par un diplôme synonyme de reconnaissance d'un savoir-faire. Aujourd'hui, vous avez franchi une étape, mais le chemin qui vous reste à parcourir pour s'ouvrir un avenir radieux est encore lent et parsemé d'embûches. Cette année, au total, c'est plus de 8200 candidats qui se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. Le taux de réussite est de 53% pour nos élèves scolarisés, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Ce résultat fort, élogieux, est bien sûr à mettre au crédit d'énormes efforts consentis tant dans l'amélioration continue des pratiques pédagogiques que de la formation et du suivi encadrement des enseignants sur le terrain, de la culture d'évaluation axée sur leurs résultats, d'une nouvelle dynamique de travail forte et engagée, insufflée bien sûr depuis l'année dernière, du bon esprit d'équipe et de collaboration intelligente entre les acteurs de l'éducation. Si la réussite à un examen passe par l'effort et le travail déployé par l'élève, il n'en demeure pas moins que le mérite de ce succès échoua, certes, d'abord à leurs parents, mais aussi aux enseignants. De son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a salué le courage, l'abnégation et les efforts des bacheliers qui ont su surmonter le doute et les moments d'extrême fatigue pour réussir avec les meilleures mentions leurs examens. Il a par ailleurs rendu hommage au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi et surtout au président de la République, puisque les taux, a-t-il dit, de réussite très satisfaisants sont le fruit de ce qui a été récolté durant des années. Naturellement, pour moi, un très grand honneur d'avoir été convié à parrainer cet événement annuel qui consacre le mérite de nos heureux lauréats. Je me réjouis d'autant plus que cette cérémonie solennelle est à la fois festive, se déroule en ce moment même pour la 4e année consécutive de façon décentralisée dans toutes les régions. Cela démontre que le gouvernement attache une grande importance et respecte la politique de décentralisation initiée par le président de la République. Chers bacheliers, chères bachelières, je laisse donc à vous et à vos camarades des régions mes plus vives félicitations. L'excellent résultat enregistré cette année, tant au niveau du baccalauréat que de l'école d'excellence, signifie concrètement que les graines de l'investissement que le président de la République a sémées dans le secteur de l'éducation ont bien germé et se traduisent en moissons de plus en plus abondantes. Nous lui rendons un hommage appuyé pour sa vision toujours avisée.
Vous, jeunes, vous êtes nos meilleurs atouts pour transcender les défis du futur et placer notre pays, qui nous est si cher, au rang des nations émergentes. Je voudrais au passage vous citer combien notre pays est fier des prestations de nos jeunes entrepreneurs qui se sont hissés à une place honorable lors du concours panafricain de la robotique pour leur capacité d'innovation. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux enseignants et aux pédagogues dévoués qui ont, avec patience, rigueur et engagement, posé les fondations de la réussite de nos élèves que nous célébrons ce matin. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé ce matin au Palais du Peuple, en collaboration avec le PERSGA, un atelier de validation de la stratégie nationale de sensibilisation et d'éducation à l'environnement marin et côtier à Djibouti. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le secrétaire général du département de l'urbanisme et de l'environnement, Dini Abdellah Omar, en présence de M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministère de l'Urbanisme, M. Idriss Ismaël, directeur par intérim de l'environnement et du développement durable, ainsi que M. Habib Abdi Hussein, coordinateur régional du programme de sensibilisation et de la communication environnementale du PERSGA. Principal du PERSGA est de coordonner les efforts des États membres sous forme de projets et de programmes dans le domaine de la conservation du milieu marin, dans le but d'assurer une utilisation durable de nos ressources marines. En effet, le PERSGA exécute une série de programmes spécialisés dans les différents domaines qui touchent le milieu marin, mais également elle met en œuvre des projets au niveau régional en partenariat avec les organisations internationales compétentes telles que le PNUE, le PNUD, la Banque mondiale et autres. Elle accorde une attention particulière à la sensibilisation et à l'éducation environnementale, comme elle a un parcours de 2 décennies à vulgariser les concepts de l'éducation pour un développement durable dans la région. Et pour plus de précisions sur cet atelier, écoutons le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dini Abdellah Omar. Avec le soutien du PERSGA, le ministère de l'Environnement a élaboré des documents stratégiques tels que le plan de gestion de la zone côtière et le profil côtier. Nous avons aussi entrepris plusieurs programmes militant en faveur de la préservation du milieu marin, notamment le programme de l'éducation, de la communication et de la sensibilisation environnementale. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a initié, au début de cette année 2019, la mise en place d'une stratégie nationale de sensibilisation et d'éducation à l'environnement marin et côtier à Djibouti, en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. La production de ce document est le fruit de la synergie entre les différentes parties prenantes concernées par cette stratégie, qui ont préparé et rédigé cette stratégie conformément aux directives du programme régional de sensibilisation à l'environnement marin et côtier. La préservation de l'environnement marin constitue un intérêt primordial à l'échelle locale, nationale et régionale pour garantir des besoins des générations actuelles et futures. À ce titre, la préservation et la protection de nos ressources environnementales passent nécessairement par l'éducation, la sensibilisation et la formation qui font toute partie de vos soucis en tant qu'institution publique concernée. 3 années se sont écoulées depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet perpétrée par l'organisation terroriste FETÖ contre le gouvernement turc. Cette nuit-là, 251 personnes sont tombées en martyrs et plus de 2000 personnes ont été blessées. Cette journée a été décrétée par la Turquie comme une journée nationale. C'est dans ce sens que l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, Levent Shinkaya, a organisé une cérémonie à la chancellerie invitant ainsi les amis de la Turquie comme des associations, des intellectuels et des hommes d'affaires. Dans une déclaration faite à cette occasion, l'ambassadeur s'est exprimé en ces termes.
2016, une tentative de coup d'État pour renverser le gouvernement turc a eu lieu, et cette tentative a été déjouée par le peuple turc avec une résistance collective. Et c'est pour cela que, à la mémoire des martyrs de cette journée, le gouvernement turc a décrété jour de congé national et fête nationale et journée de la démocratie et de l'unité nationale, cette journée de 15 juillet. Et donc ce coup d'État contre le gouvernement a été planifié par l'organisation terroriste de FETÖ. L'objectif était aussi de capturer le président Erdogan et même de le tuer, mais cette tentative a été déjouée par une résistance collective sans précédent montrée par le peuple turc, au coût de perdre 251 vies. Moi, ambassadeur de Turquie à Djibouti, et Levent Şahin Kaya, sommes réunis avec nos amis djiboutiens et turcs cette journée de 15 juillet pour commémorer la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie, n'est-ce pas, pour sauvegarder la démocratie et la souveraineté et l'unité nationale du pays. Donc cette commémoration a eu lieu à notre ambassade à la chancellerie. Et cet atelier sous l'égide du ministre de la Santé, Mohamed Oussama Dirie, le Palais du Peuple a abrité un atelier relatif à la validation du plan de communication sur la riposte contre le paludisme à Djibouti. Cet atelier réunit les principaux organes de presse et de communication du pays, ainsi que plusieurs départements sectoriels qui interviennent dans la lutte contre le paludisme. Par ailleurs, la validation de ce nouveau plan de communication fait donc suite aux recommandations émises par les experts lors de l'adoption du plan national révisé de lutte contre le paludisme. Ce plan de communication s'articule sur plusieurs volets qui durablement s'appuient sur une stratégie de proximité avec les communautés. À noter également l'implication ferme des partenaires techniques tels que le PNUD et l'OMS qui sont engagés dans tous les processus de riposte antipaludique aux côtés du département de la santé. Informer la population sur les risques et les méfaits du paludisme et la façon de s'y prévenir. Et il faut savoir aussi qu'une population qui est bien informée peut prendre son sort entre ses mains et prévenir cette maladie, mais aussi apporter leurs enfants quand s'ils ont une fièvre et essayer de faire en sorte que la réponse est faite en temps opportun. Le paludisme, c'est une réalité, mais avec le concours du ministère de la Santé et d'autres partenaires, on a pu faire baisser le nombre de cas ces dernières semaines. On est content des résultats, mais dans le futur, il faudrait qu'on continue à faire la communication avec la population, qui comprenne de quoi il s'agit quand on parle de paludisme. Et comme ça, lors des prochaines saisons où on attend une augmentation des cas, la population peut en fait être un partenaire pour réduire l'exposition au paludisme à Djibouti. Dans l'actualité également, le Ramsin NNW, à la différence du régime de Sud-Ouest, transporte moins de particules des sables, mais il possède d'être sec, chaud et brûlant. Depuis le 16 juin, la période donc de Ramsin et de fortes chaleurs ont débuté donc. Et donc nous vous conseillons le risque d'incendie relativement très élevé, c'est ce qu'a annoncé le directeur donc de l'Agence nationale de la météorologie. Venant du nord-ouest et du sud-ouest du pays avec un vent avec une vitesse de 30 à 70 km par heure. Ce vent est très chaud et sec. Et aussi augmente la température. La température varie entre 43 degrés à 46 degrés à nos jours. Normalement, le début de juin, on avait des températures de 40 degrés, 41 degrés. Mais depuis le commencement, ça veut dire le 16 juin 2019, les températures ont monté comme une flèche. Ça veut dire, c'est ce que nous, en tant que météorologues, on se demande, c'est le changement climatique, le réchauffement global pousse la température à augmenter. Nous conseillons
donne un conseil aux les gens qui utilisent une cuisinière à kérosène ou bien à gaz, d'être très vigilants. Et puis, aux conducteurs, nous disons aussi, fais attention car la visibilité diminue au fur et à mesure que les vents soufflent fort. Et ça, nous donnons aussi un conseil, les gens, de boire beaucoup d'eau et de rester sous l'ombre. Sans transition, la garde-côte djiboutienne, durant l'été et particulièrement cette période des fortes rafales des vents appelés donc Ramsin, multiplie ses efforts pour la prévention et la sécurité des passagers qui font un aller-retour sur Obok et Tadjoura. Force est de constater que la mer est agitée et l'embarcation par boutre commerciale ne se fait plus pour des raisons sécuritaires. Le commandant par intérim de la garde-côte a indiqué, je cite, plus d'embarcations pendant ces 3 mois d'été parce que nous n'allons pas, a-t-il dit, et ne devons pas risquer la vie des gens. C'est dangereux, nous n'allons pas prendre ce risque. Elle a eu également la commission des droits de l'homme et Karia, donc Djibouti, ont depuis quelques années resserré leurs liens et ouvert une collaboration en vue de promouvoir les droits de l'homme à Djibouti et protéger ceux qui sont victimes de violations des dits droits. Toujours dans cette optique, un mémorandum d'entente a été élaboré par les deux parties afin de sceller officiellement cette volonté commune. Cet accord a été volontairement conçu de manière simple et complète à la fois afin de donner une impulsion à la collaboration dans l'esprit d'ouverture et d'initiative plutôt que d'imposer un carcan. Eh bien, il régit notamment des motivations d'un tel partenariat, mais aussi il liste de manière non exhaustive quelques activités à mettre en place entre les deux parties. À l'instar des CDC des régions et ceux de la capitale ainsi que sur l'esplanade du complexe du Roi Fahd, la jeunesse djiboutienne vibre au rythme de la CAN 2019 en Égypte. Les 2 demi-finales se sont déroulées donc hier soir entre d'une part la Tunisie et le Sénégal, l'Algérie et le Nigeria d'autre part. En haleine, les amoureux du ballon rond et notamment la population du grand quartier Jebel qui a bénéficié des nouveaux matériels de projection offerts par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour diffuser en direct l'intégralité de tous les matchs de cette compétition. En aparté, les habitants n'ont pas manqué de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed, pour avoir doté leur fief de ces matériels de projection dernier cri, un moyen d'unir, selon eux, les jeunes et promouvoir leur épanouissement. En nouvelles du monde à présent, après le siège meurtrier d'un hôtel somalien, les vestiges d'un siège d'hôtel meurtrier sont laissés samedi dans la ville portuaire de Kismayo, dans le sud de la Somalie. Des véhicules endommagés et d'autres biens gisent dans les locaux de l'hôtel. Le président du Jubaland, donc semi-autonome, Ahmed Mohamed Islam, a prononcé une conférence de presse après le siège. Donc 2 personnes ont été tuées au combat et un attaquant blessé ont été capturés vivants, a-t-il indiqué. Le président de la Somalie, l'État de Jubaland, a déclaré que l'un des assaillants avait été capturé vivant tandis que 3 autres étaient morts. Le groupe islamiste Al-Shabaab, donc qui tente de renverser le gouvernement central somalien, a revendiqué, on le rappelle, la responsabilité de cette attaque. Je vous le disais en titre, s'agissant du nucléaire iranien, les Européens appellent à une reprise du dialogue. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les 3 signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ont appelé ensemble hier à arrêter l'escalade des tensions et reprendre le dialogue selon un communiqué commun. Pour Paris, Londres et Berlin, les risques sont tels qu'il est nécessaire que toutes les parties prenantes marquent une pause et envisagent les conséquences possibles de leurs actions. L'Iran avait décidé en mai, 1 an après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord international de 2015 visant à limiter son programme nucléaire, de cesser de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. Le président américain Donald Trump avait ensuite imposé de nouvelles sanctions américaines sur plusieurs secteurs économiques iraniens. Téhéran donc a annoncé aujourd'hui produire désormais de l'uranium enrichi à au moins 4,5%, un niveau prohibé. Et enfin, dans le cadre de l'enquête sur les accusations de financement pour l'ex-régime libyen de Kadhafi, de la campagne présidentielle
de Nicolas Sarkozy en 2007. Thierry Herzog, l'avocat de l'ancien président de la République française, a demandé l'audition par la justice d'un nouveau témoin. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.